Bonjour et bienvenue à Virage Vert. Notre thème d'aujourd'hui, les artistes et l'environnement. Ces artistes qui traduisent leurs préoccupations environnementales, mais également leurs espoirs dans leurs toiles ou dans leurs œuvres. Nous irons rencontrer M. Jocelyn Vien, mais commençons maintenant par rencontrer Mme Nicole Tremblay, artiste peintre de la région. Madame Nicole Tremblay, bonjour. Vous êtes une artiste donc, qui est engagée en environnement depuis longtemps. Quels sont les thèmes qui vous préoccupent le plus? D'où est-ce que ça vient? Ça vient d'assez loin. Moi, j'ai participé, c'est-à-dire j'ai eu la chance d'assister à un congrès international sur l'environnement, je dirais au milieu des années 70 à Stockholm, en Suède. Et ça a été vraiment un élément déclencheur. Là, je me suis comme éveillée au phénomène de la qualité de l'environnement. Et au cours des années, j'ai eu autour de moi des gens qui ont fait de la recherche en environnement et j'ai fait une série de tableaux là, à peu près sur 10 ans dans les années 80 sur le thème de l'environnement. Alors, c'était les arrosages de vergers, c'était les pluies acides, évidemment, c'était tous les problèmes de disparition des oiseaux, parce que j'ai toujours été très, très intéressée aux oiseaux, mais la disparition des animaux, de la faune et de la flore, finalement. Alors, c'est ce que j'ai mis en image. Et les années où j'ai travaillé sur l'environnement, c'est des années où j'ai trouvé la production très, très difficile. J'avais des questionnements. D'abord, mes enfants étaient jeunes et je me disais, est-ce que j'ai bien fait de mettre des enfants au monde dans une atmosphère comme ça qui se détériore constamment? Puis je me suis posé la question vraiment très, très sérieusement. Et j'ai décidé d'opter pour une vie saine. Alors, ça a été tout de suite les aliments biologiques, les médecines douces. Alors, j'ai vraiment élevé mes enfants dans ces valeurs-là. Alors, je me dis que c'est des valeurs à transmettre. Alors, par mes images, entre autres, il y a un tableau qui s'appelle « Parler de la pluie acide et du beau temps » que j'ai fait il y a 20 ans. Je viens de calculer les années. Et ça, c'était vraiment l'espèce de désir de développer chez les gens la notion de qualité de vie, dans le fond, puis de savoir que ce qu'on détruit dans la nature ne reviendra pas avant peut-être 1000, 5000 ans. J'écoutais des scientifiques la semaine dernière qui parlaient de 10 000 ans peut-être avant de revenir à ce qu'on était il y a 50 ans. Comment est-ce qu'on arrive à traduire ça en images, cette préoccupation-là pour l'environnement? Moi, c'est d'essayer de trouver... moi, ce qui me vient dans ça, c'est soit des symboles, c'est des accouplements, des fois, d'objets et de situations. J'ai fait un tableau il y a 2-3 ans sur la goutte d'eau. Alors, ça s'appelle l'eau bénite qu'on a derrière nous. Alors, c'est l'histoire de la goutte d'eau qui descend des nuages dans un ciel pollué. Et là, j'ai deux personnages qui représentent un peu comme les arches de Noé. Alors, c'est des ventres de femmes, mais qui sont des personnages hybrides, des têtes d'oiseaux, des ventres de femmes et des queues de poissons. Alors, l'eau passe entre les deux nombrils et purifiée par les deux nombrils des personnages et vient alimenter un petit lac de montagne qui, lui, va irriguer une espèce de jardin d'Éden, si on veut. Alors, c'est des choix qu'on a, de conserver ce qui nous reste. Alors, ces deux ventres-là, c'est un petit peu comme la biosphère 2, à un moment donné, où on a mis des couples à l'abri de la pollution pour voir ce que ça donnerait. Il y a eu des surprises, mettons, scientifiques. Là. Vous êtes une jeune scientifique, là, vous. Alors, il y a eu des surprises scientifiques, mais ça reste que c'est des études qui sont importantes. Alors, donc, par des tableaux comme ça, mon but, c'est d'exprimer, moi, dans le fond, mon angoisse. Et si ça peut servir à je ne sais pas, faire avancer les choses, bien, tant mieux. Alors, voilà. Je pense que votre engagement s'est traduit aussi par des actions. Je sais que vous êtes membre de la Fondation Au Secours. Oui. Puis, vous faites des tournées dans les écoles. Comment est-ce que vous en êtes venu à vous impliquer dans Au Secours? On m'a invitée à être porteuse d'eau. Au début, j'étais assez intimidée parce que pour moi, c'était un regroupement de scientifiques.
mais j'ai compris que tout le monde devait faire sa part pour l'eau. Alors l'eau, c'est vraiment le grand défi du 21e siècle. J'ai fait au début du 21e siècle une série de 20 tableaux sur les événements qui m'ont frappé dans le 20e siècle. Et je commençais avec la ruée vers l'art. Et j'ai terminé avec un grand tableau que j'ai intitulé « La ruée vers l'eau », parce que je disais c'est vraiment la grosse problématique. C'est le défi, c'est le défi qui nous attend. Ouais, c'est le grand défi. Et moi, ce que je ne comprends pas, c'est que les politiciens ne mettent pas vraiment tout l'accent là-dessus. Si j'avais à faire de la politique un jour, ce serait uniquement pour défendre l'eau. Puis vous me dites justement, vous me disiez tout à l'heure que l'environnement pour vous, c'est le bleu. Pourquoi le bleu? Qu'est-ce qui vient rechercher? Bien, quand je fais des tableaux sur l'environnement, c'est presque toujours une palette de couleurs bleu ou bleu et vert parce que je reviens à la nature. Il y a des ciels, des cieux ou des ciels et l'eau. Alors, le bleu, c'est la pureté. Je ne ferai pas un tableau sur l'environnement dans des tons de Bourgogne, de vert foncé, des couleurs que j'utilise couramment là, pour d'autres thématiques, mais j'ai comme une palette qui vient s'imposer à moi quand je suis dans des tableaux sur l'environnement. On a la chance ici d'être dans votre atelier, puis il y a plein de fenêtres étranges. D'où est-ce qu'elles viennent? Quand j'ai décidé de commander cet atelier-là, je suis allée dans des fabriques de portes et châssis et j'ai acheté une quinzaine de portes et fenêtres qui étaient mises au rencard faute de mauvaises mesures. Alors, je les ai achetées à bon prix et j'ai demandé à mon architecte de composer avec ces 14 ouvertures-là qui sont de dimensions différentes. Mm-hmm. On a aussi, quand on se promène, des bacs de sable. C'est l'idée d'utiliser du sable, ça vient d'où? Puis d'où provient le sable que vous utilisez? Bien, j'aimerais vous répondre que c'est naturel, mais ça n'a pas été le premier but. Là, c'est pas de vouloir utiliser des produits qui sont complètement naturels puis qui ne polluent pas dans la fabrication. Dans leur fabrication, je l'ai tellement raconté, mais je vais vous le dire à vous parce que vous êtes jeune. C'est que je travaillais à l'huile dans le temps sur une plage au Saguenay. Je suis originaire du Saguenay. Et j'ai échappé un tableau dans le sable, un tableau qui était terminé. Il y avait beaucoup d'empattement d'huile. Alors, le sable a adhéré à l'huile. Je l'ai rapporté chez moi, mais là, c'était pour ne pas polluer la plage parce que j'aurais pu le jeter. Quant à moi, c'est un tableau qui était raté. Je l'ai apporté, il a séché. J'ai commencé à travailler là-dessus. Et avec les années, les gens me rapportent des sables de partout dans le monde. J'ai eu à peu près 500-600 sortes de sables qui ont passé dans mon atelier. Si on avait à retourner, on est ici sur le bord de la rivière Richelieu. C'est quoi le lien? Quel est le lien entre la rivière Richelieu puis votre œuvre avec l'eau en général? Oui, bien, moi, je suis originaire du Saguenay, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, j'ai été élevée sur le bord d'un fjord, dans la nature, surtout des très grands espaces. Et je suis venue à Montréal, bon, j'ai étudié quelques années à Montréal, et là, j'ai pas été capable de m'habituer à la promiscuité, là, à être collée sur son voisin, d'avoir les bruits surtout aussi. Je trouve que les bruits d'une grande ville sont ahurissants et sont tellement présents pour moi. Et j'ai connu la vallée du Richelieu par des amis qui habitaient ici et je trouvais qu'il y avait un petit peu de Mont-Saguenay là-dedans, il y avait un petit peu de la vallée de la Loire, il y avait plein de choses que j'aimais. Et quand je suis arrivée au début des années 70, là, il y avait un seul petit restaurant dans Belleuil. Alors, c'était un petit village et c'était fort sympathique. Je dois dire que ça a progressé. Bon, peut-être pas de la manière que moi je l'aurais vu, mais ça reste toujours, je trouve, une région qui est humaine, où la nature est près. Hein. Je veux dire, on est près de la montagne, on est près de l'eau. Alors, c'est ressourçant, je pense pas de changer de lieu. Si vous aviez un dernier message à dire aux gens envers le message d'un artiste pour l'environnement, qu'est-ce que ce serait? C'est tellement beau et agréable de vivre dans une espèce de simplicité volontaire. J'ai élevé mes enfants dans cet esprit-là et je trouve qu'on profite au maximum du moindre petit objet, même quand il a été utilisé par d'autres. Alors, on fait attention, on a moins besoin de travailler, je dirais. Moi, ça m'a permis l'espèce de simplicité volontaire dans laquelle je vis depuis quand même plusieurs années. Ça m'a permis de me garder du bon temps pour moi, plutôt que d'être seulement au niveau de la production, de dire, bon, mais j'ai besoin de sous, j'ai besoin de sous. Alors, moi, je ne parle pas de ce que j'ai besoin comme sous. Je m'organise avec les sous que j'ai pour m'équilibrer une vie intéressante.
Alors, et je trouve qu'il y a tellement d'activités qu'on peut faire qui ne coûtent rien. Les gens ne s'en rendent pas compte. Les gens sont vraiment dans une consommation là, étonnante. Marcher dans la montagne, faire de la raquette, faire du vélo l'été, je sais, toutes les activités qui ne coûtent strictement rien une fois que tu as ton petit équipement de base. Alors, je pense que les gens devraient aller voir du côté de la simplicité volontaire et d'essayer de récupérer du temps pour eux, pour avoir une espèce de vie intérieure, de vie spirituelle, et de revaloriser aussi les contacts avec les gens, des gens avec lesquels on a des affinités, non pas seulement des compagnons de travail. Actuellement, la vie des gens, c'est leur famille puis leur groupe de travail. Alors, les amis ne sont pas choisis. Et je trouve ça très important de bien choisir ses amis. Bien, merci beaucoup. Bienvenue. Moi, je suis un ramasseux, puis je leur donne une deuxième vie souvent à bien des choses. Là. Ma femme même, elle trouve ça un peu ardu, là. Des fois, elle trouve ça un peu poussé. Quand je vois qu'il y a des choses qui peuvent en conserver, je trouve ça de valeur là, de jeter ça. On est dans une grosse société de consommation, puis je trouve qu'il y a des choses qui pourraient durer beaucoup plus longtemps. Puis les gens, juste pour renouveler la mode, puis tout ça. Mais c'est la société d'aujourd'hui. Autant que possible, oui, tout. Là, j'espère. Aujourd'hui, j'ai entendu que certains endroits, il n'y avait pas de place pour les mettre puis qu'ils les envoyaient aux déchets. Là. J'ai dit, il ne faudrait pas que ça arrive. Non. Mais je pense que les gens sont quand même assez conscients. Ici, là, on a nos bacs et puis on le fait. Oui. L'environnement, c'est l'avenir de nos enfants. C'est ça l'affaire. Tout à fait. Et je dirais qu'avec le temps aussi, on est plus sensible à se les échanger ou à les porter. Auparavant, on pensait recyclage, entre autres, pour les gens un peu moins fortunés. Mais maintenant, je trouve qu'on élargit le concept à recycler et à s'échanger des choses, même dans la famille, ce qui est nouveau, je trouve, depuis 2-3 ans. Le passage du temps ainsi que la nature en péril sont deux des thèmes qu'aborde régulièrement Jocelyn Vien lorsqu'il fait des toiles, des œuvres ou des sculptures. Audrey Quirion-Campo est allée le rencontrer pour nous. Je me présente, Jocelyn Vien, artiste en art visuel. J'ai une approche dans mon travail qui est multidisciplinaire parce que j'utilise autant la photographie, la peinture, le dessin. Des fois, je peux travailler dans des environnements je peux me rapprocher plus de la sculpture, des fois plus des éléments bidimensionnels. Mon travail touche beaucoup le mix média parce que j'utilise différents matériaux, tant au niveau du support qu'au niveau de l'élaboration et au niveau de la représentation, soit du tableau ou de la sculpture. Au départ, j'ai travaillé beaucoup au niveau de la représentation humaine pour en faire l'étude du dessin, de la peinture et tout ça. Et peu à peu, mon travail a pris une direction où j'avais une volonté vraiment de travailler autour de la nature, de m'inspirer de la nature, soit pour dénoncer certaines situations, ou soit pour m'en servir comme sujet d'inspiration. Tant au niveau des installations, lorsque j'ai réalisé des installations, c'est vraiment dans ces installations-là, c'est le rapport de l'être humain avec son environnement et avec la nature aussi. Dans mes œuvres autonomes, c'est la même chose. Le propos est devenu de plus en plus présent. Depuis les années, disons, 90, on peut voir dans mon travail une préoccupation pour la nature. Ce projet d'installation qui a été réalisé, qui a été présenté chez Expression, c'était un processus créatif qui a démarré en 90 au centre d'exposition. Et j'avais à élaborer un projet en direct. C'était un processus créatif, mais le spectateur pouvait suivre l'évolution du projet, mais pas juste au niveau de la période d'exposition, mais aussi à travers le temps, parce que j'ai travaillé ce projet-là dans différents centres d'exposition. Et en 95, je suis revenu avec le même projet, mais certains fragments avaient comme disparu, le langage ou l'articulation de l'espace ou des pièces qui avaient été présentées avaient été comme modifiées. Ce qu'on pouvait retrouver, c'est la reconstitution d'un arbre de 25 pieds d'auteur avec des représentations, un grand tableau circulaire fabriqué avec des cendres de bois et
avec des feuilles d'arbre aussi pour apporter une certaine coloration au tableau. J'avais réinvesti un espace circulaire au centre du centre d'exposition qui était cultivé. Et il y avait la représentation d'un grand dessin, la représentation d'un arbre avec, par le moyen d'expression, par le dessin. Et dans un autre espace, comme secondaire, on pouvait aussi assister à une séquence de petits objets, c'est-à-dire sur des petites horloges qui étaient installées au mur. Et on pouvait voir dans ces petites horloges-là des dispositifs. Et on pouvait apercevoir, disons, comme la représentation d'un fœtus. Et dans un autre, la présence de fossiles. Et il y avait une horloge aussi qui permettait aux spectateurs d'être filmés, alors de faire partie de l'installation et de se retrouver un peu comme en interaction avec l'environnement. Le fait de travailler avec plusieurs médiums, moi je trouve que c'est une approche ludique, c'est moins du maniérisme. Au lieu de répéter toujours les mêmes manières de faire, moi ça m'intéresse plus de travailler avec un médium qui est plus éclaté. Si j'ai besoin de m'exprimer avec le dessin, je vais utiliser le dessin. C'est la même chose pour le matériau. Si je veux des matières organiques, je vais essayer d'investir dans mon travail des matières réelles ou des matières organiques aussi. Alors c'est vraiment un aspect ludique, puis en même temps, c'est pour accompagner le propos du travail de création. En ce qui concerne les matériaux, ça peut être une rencontre, ça peut être un objet qui va solliciter ma curiosité à moi, d'artiste. Des fois, je vais l'acheter, des fois, je vais le trouver. Il va traîner dans mon atelier et quelques semaines après ou quelques mois après, bon, il va avoir autour de cet objet-là, il va avoir un projet qui va prendre naissance. À quelques reprises aussi, j'avais besoin d'objets spécifiques. Quand je parlais des petites horloges, les boîtiers, les anciens boîtiers d'horloges qu'on trouvait au-dessus des foyers. Mais ces objets-là, souvent, je faisais des recherches chez les antiquaires pour en trouver, pour être capable de fabriquer une séquence avec plusieurs objets. En ce qui concerne la fabrication des objets ou des tableaux, des sculptures, c'est relatif à la complexité de l'objet, mais il reste aussi qu'il y a des projets qui sont plus conceptuels, alors ils demandent plus de réflexion. Il y en a d'autres qui sont plus expressifs. On peut facilement passer à travers un projet de manière plus rapide ou plus expressive. Mais il n'y a pas une volonté de... Je ne suis pas un peintre de 200 tableaux par année non plus. C'est pas mon but. Mon but, c'est vraiment de... Je laisse aller le tableau, je décide que le tableau est terminé lorsque moi, je l'accepte et je suis satisfait. En ce qui concerne le rapport avec l'écologie, bon, il y a certaines œuvres que j'ai réalisées qui sont beaucoup plus ciblées, qui veulent vraiment dénoncer la situation réelle, la situation écologique. Si je prends Paysage interdit, qui est un tableau qui vient démontrer un peu le problème qu'on a avec les cours d'eau, avec la rivière, avec la pollution des cours d'eau. Bon, c'était vraiment de manière précise et volontaire. C'est une approche qui était plus conceptuelle, mais c'était voulu aussi d'avoir un propos plus écologique. Quelquefois, je m'inspire de la nature pour sa beauté aussi, puis pour le rapport que l'être humain a avec la nature. Dans mon travail, ce que je recherche, c'est de créer une certaine curiosité, un étonnement. C'est pas nécessairement de plaire, de faire en sorte que les gens trouvent le tableau beau esthétiquement, sauf que tous les artistes ont ce désir-là aussi. Même si mon propos, quelquefois, est quand même plus cru, plus difficile, il y a quand même une volonté esthétique au niveau de l'organisation des images, au niveau de l'organisation de l'espace de représentation. Mais mon but, c'est pas de plaire. Mon but, c'est d'aller chercher cette curiosité-là chez le spectateur et peut-être de provoquer un certain questionnement chez l'individu qui
regardent le tableau. Mais en même temps, je veux laisser le droit au spectateur de s'inventer sa propre image ou sa propre histoire en regardant le tableau. Alors pour moi, toute forme de création est une rencontre avec l'autre. Et mon travail vise justement à fabriquer des objets ou fabriquer des œuvres qui me permettent justement une certaine communication de mes préoccupations personnelles. Mon souhait, c'est peut-être que les gens qui regardent se l'approprient et puissent changer peut-être leur perception et leur rapport qu'ils ont avec la nature. Toute l'équipe de Virage Vert vous invite à nous faire part de vos commentaires ou suggestions en communiquant par téléphone au 450-464-7605 ou en écrivant par courriel à l'adresse suivante tvr9@vidéotron.ca. L'émission Virage Vert est en rediffusion sur les ondes de TVR9 le mardi à 19h et le jeudi à 10h30. Pour toute autre information, consultez en tout temps le site internet www.tvr9.org. Voici quelques options pour un bureau écologique. Donc, on va pouvoir partager des petites idées ensemble. Premièrement, souvent de penser d'apporter une tasse réutilisable, des sacs à lunch réutilisables, un bon petit sac biodégradable qu'on peut tenir pas loin de nous, qu'on peut remettre soit nos noyaux, nos cœurs de pommes, ces choses-là qu'on est capable de ramener à la maison pour notre compost à la maison. Ou encore mieux, si vous avez un vermicompostage au travail, c'est magnifique. Côté pratique, il existe beaucoup de choses sur le marché. Il y a étiquette.ca qui serait excellent aussi pour les gens qui peuvent aller vérifier au niveau du bureau. Et il y a du papier réutilisable qui est fait par Cascade, 100% post-consommation, c'est-à-dire que tout ce qui a été mis sur la chaîne de montage pour le papier, qui a été coupé, retombé, a été repris. Très important, recyclé, recyclable. Je sais souvent qu'on va imprimer sur un côté. Des fois, penser d'imprimer sur deux côtés, ça serait excellent. Si jamais on ne peut pas le faire au travail, bien à ce moment-là, les copies, soit de trop, quoi que ce soit, qu'on peut garder et écrire à l'arrière ou ramener à la maison pour que les enfants puissent dessiner, c'est excellent aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Sinon, ça serait beaucoup de travail par courriel. Donc, on évite beaucoup tout ce qui est papier. Donc, avant d'imprimer un document, on s'assure que bon, les fautes sont corrigées, qu'on a tout fait, avant de gaspiller le papier directement. Donc, il y a du papier brun, la matière non chlorée. Il y a du papier blanc qui a été fait chloré avec du peroxyde et non pas du chlore. Donc, c'est beaucoup moins chimique au niveau du traitement. Il y a des enveloppes aussi de disponibles avec 100% post-consommation aussi, donc toujours du papier recyclé, recyclable. Des agendas. Donc, pour tous les gens, des agendas. Moi, j'aime beaucoup Aube, qui les fait ici au Québec avec du papier 100% recyclé. La même chose, post-consommation. Donne beaucoup de petits trucs écologiques dedans pour le bureau, pour le compost. C'est un agenda qui est année académique ou année janvier à décembre, ça va dépendre des gens, qui est disponible. On a fait une belle découverte aussi, ça s'appelle, la compagnie, c'est Wishbud. C'est des cartes de souhait. Donc, qui est faite ici à Sainte-Julie, donc très localement. C'est du papier recyclé. Et à l'intérieur, ce sont tous des graines. Donc, c'est-à-dire, une fois que la carte est utilisée, c'est le fun parce qu'on peut la planter et ça nous fait de belles fleurs annuelles. Donc, ça donne une belle occasion, une belle continuité qu'on retourne à la terre. Il y a beaucoup de gens qui vont l'utiliser pour des cartes de fête, de souhait, naissance, mortalité aussi. Les gens aiment beaucoup ça parce que ça leur fait une belle continuité. On a le beau crayon biodégradable qui est fait de fécule de maïs à 100%. Donc, l'extérieur de l'enveloppe est biodégradable. Le crayon est fait de métal, donc une fois qu'on a terminé, on peut prendre l'embout, le jeter et le crayon, on peut le planter dans le sol. Parce qu'il y a certains crayons qui ont des semences, soit tomates cerises, tournesol, calendula, pain noir. Ça nous fait notre semence et ça fait le tuteur à la plante pour pouvoir pousser. Donc, c'est une belle trouvaille souvent qu'on peut offrir. C'est toujours le fun parce qu'une fois que c'est terminé, on a une belle continuité qui nous donne souvent l'éveil de dire, bon, ben c'est important de recycler, c'est important, on voit la ressource, le retour à la terre. C'est fait, c'est disponible aussi ici à la boutique Pour une planète verte
Vous pouvez retrouver aussi d'autres types à ce moment-là de crayons, soit c'est du bois recyclé, du bambou. Informez-vous, il y a une multitude de produits disponibles pour les bureaux, pour la maison et pour les enfants. Pour plus d'informations, vous pouvez communiquer avec nous au www.pouruneplanèteverte.com. C'est ce qui complète notre émission sur les artistes et l'environnement. Au prochain épisode, on parle arrivée du printemps avec le compostage et la gestion des déchets. D'ici là, je vous invite à prendre le virage vert. J'adore surtout le ballet. Ariane est amputée comme moi. C'est ma grande amie. Moi et Jérémy, on a une jambe artificielle. Ma jambe artificielle. On fait partie des amputés de guerre. Les amputés de guerre, c'est des personnes qui leur manque un membre. Le séminaire, c'est des réunions pour signifier qu'est-ce qu'on peut faire quand même. Moi et Jérémy, on a tous les deux une jambe artificielle pour aller dans l'eau. Ça, c'est très bon. Pour vivre pleinement sa vie d'enfant, les amputés de guerre. Quand on ne lit pas, c'est notre imaginaire qui disparaît. Offrez-nous la lecture en cadeau.